On va débattre de deux sujets différents qui font l'actualité. Je vous propose de démarrer avec le premier sujet sur les thérapies de conversion. Désormais, une loi punira les auteurs de ces dramatiques pratiques. Quelques éléments d'explication en images. Les thérapies de conversion, ces pratiques visant à imposer l'hétérosexualité aux personnes lesbiennes, gays, bi et trans, vont désormais être interdites en France. Après l'Assemblée nationale qui s'est prononcée à l'unanimité pour son interdiction, c'est le Sénat qui, après d'intenses débats, a voté également en faveur de cette proposition de loi. Surprise, le sénateur du Gard Laurent Burgoa, d'abord favorable à cette future loi, a finalement voté contre. Pourtant, il s'agit là d'une évolution essentielle, positive et protectrice pour des citoyens en danger dans notre société, en danger aussi contre les pseudothérapeutes ou les religieux radicaux qui souhaitent imposer l'hétérosexualité. Le texte punit de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ces pratiques et jusqu'à 3 ans et 45 000 € en cas de circonstances aggravantes, notamment lorsque la victime est mineure. On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Allez, je vous propose de démarrer ce débat avec Brahim pour savoir effectivement sa position sur le sujet. Alors c'est bien évidemment un sujet ô combien difficile sur les thérapies de conversion. Ça paraît presque étonnant et c'est pour ça qu'on a voulu débattre ce soir, presque étonnant qu'on soit contre le fait de mettre en place une loi qui punit ces pratiques. Nos deux amis là, qui sont du Parti républicain pourront nous peut-être expliquer comment ça se fait que le sénateur Burgoa a voté contre déjà dans un premier temps. Ensuite, le second point, c'est que lorsque j'ai regardé un petit peu le thème, c'est que je me dis, quand on parle de thérapie, on parle de maladie. Donc ça veut dire qu'on sous-entend que forcément, que ces personnes-là sont malades. Donc c'est déjà assez complexe dès le départ de penser cela. Et puis moi, je pense que c'est une atteinte à la dignité humaine de penser ce genre de pratique. Et moi aussi, j'ai été étonné que M. Burgoa, qui se dit tolérant, qui se dit un homme de terrain et de proximité avec les différents habitants, puisse voter contre ce type de loi. Sans défendre, et je vais bien évidemment donner la parole à notre invité Frédéric Touzelier et puis bien évidemment à Jean-Baptiste Joux. Je ne suis pas là pour défendre Laurent Burgoa, mais je l'ai eu hier soir du coup au téléphone. Initialement, il était favorable, bien évidemment, avec cette proposition de loi. Il ne l'a pas voté, c'est bien d'être précis, il ne l'a pas voté parce qu'il y avait des amendements qui ont été refusés et qui souhaitaient qu'il soit inscrit effectivement dans cette future loi. Donc c'est la raison en tout cas qu'il a justifié pour dire qu'il n'avait pas voté cette loi. Par rapport à la problématique du genre, c'est ça ? Oui, exactement, sur la théorie du genre. Jean-Baptiste, quelle est votre position ? On le rappelle, vous êtes le représentant des jeunes chez les Républicains dans le département du Gard. Est-ce que vous, si vous aviez été à au Sénat, mais à l'Assemblée nationale aussi, puisqu'elle a été votée à l'unanimité, est-ce que vous auriez voté cette proposition de loi ? Moi, ce que je veux dire sur ce sujet, c'est plusieurs choses. La première des choses, c'est que je ne vois pas qui, sur le fond, peut s'opposer à l'interdiction de ces thérapies. D'ailleurs, thérapie, ça vient des États-Unis. C'est la députée qui a lancé cette proposition de loi à l'Assemblée nationale s'est inspirée des conséquences désastreuses de ces dites thérapies aux États-Unis. Et elle s'intéresse au sujet en France, et c'est là qu'elle s'est aperçue que ça existait aussi. Et c'est pour ça qu'elle a voulu mettre en place un arsenal juridique visant à sanctionner ceux qui pratiquaient ce genre de médecine, avec des guillemets aussi. Donc sur le fond, je ne vois pas comment on peut s'y opposer. Après, pour ce qui est de la position des sénateurs LR... Les 28, les 28 sénateurs qui ont voté contre, parce que une grande majorité de sénateurs républicains ont voté pour. 28 sénateurs sur 144 qui ont voté effectivement contre cette interdiction. C'est plus, je pense, une question de forme. C'est une question de forme dans le sens où vous disiez tout à l'heure... Mais est-ce que le fond n'aurait pas dû primer sur le sujet, franchement ? Je veux dire par là que sur la forme, c'est assez regrettable parce que... Enfin, c'est assez regrettable que cette loi ait été présentée maintenant, je trouve. Tout comme la loi sur l'IVG, c'est des sujets quand même, sur le prolongement de l'IVG, c'est des sujets qui sont sensibles, qui sont des sujets personnels où chaque parlementaire a une conscience qui dépasse tous les partis. Et c'est vrai que ces sujets à chaque fois divisent. Et moi, je trouve que c'est regrettable que le gouvernement ait choisi ce calendrier, ce moment-là qui précède l'élection présidentielle, pour lancer ce projet de loi.
Je veux dire, il a renoncé par exemple à la réforme des retraites qui paraissait beaucoup plus indispensable. Et in fine, il se contente de lancer des sujets qui divisent. Mais pour le coup, les thérapies de conversion ne divisaient pas. Ce qui est étonnant, c'est justement ces Oui, 28 sénateurs qui s'y sont c'est une opposés, opposition sur la forme. dont Bruno Retailleau, le président effectivement, DLR au Sénat. Effectivement, c'est le président du groupe qui s'y opposait. Beaucoup de ses collègues de l'ouest de la France, du Bouches-du-Rhône, du Gard aussi, effectivement. L'autre problématique, moi, que j'ai vue à travers ce vote, c'est que sur le fond, on est tous d'accord, je me répète, on ne peut pas interdire à quelqu'un de choisir son orientation sexuelle. Il y en a quand même Voilà. 28 qui ont voté contre. Déjà, on pourrait l'autre demander- argument, on va demander bien évidemment notre voilà, invité. je conclue sur ça. Et l'autre argument, c'est qu'en réalité, ça sanctionne des faits qui peuvent être déjà sanctionnés avec les infractions qui sont dans le code pénal, comme le harcèlement moral et l'abus de personnes en état de faiblesse. Jean-Baptiste, vous êtes très proche de Laurent Bourgois. Ça aurait été bien de lui faire une explication, de lui dire tout ce que vous êtes en train de nous expliquer là, parce que au bout du bout, en ce moment actuellement, la nation, la France a besoin d'être claire sur ces sujets-là, et je pense que là, ça amène de la confusion. Ça veut dire elle est parfaitement. Je suis bien d'accord. Je pense pas personnellement que sur ces sujets-là, il pourrait y avoir de la controverse. On devrait demander à M. Touzelier si justement il n'y a pas eu un Il est message attentif et vous politique. écoute depuis tout à l'heure. Oui, j'écoute parce que je ne suis pas un expert sur ce sujet-là. Moi, je suis bien sûr comme Jean-Baptiste, si j'avais été élu, j'aurais été favorable à cette démarche-là. Après, je suis favorable sur le fond. Bien sûr. Après, on peut dire qu'il y avait 28 sénateurs LR effectivement qui ont voté. Vous l'avez dit, Abdel, il y en a 110 quand même qui se sont portés, qui ont pris position favorablement. La majorité a voté pour. Je crois que, d'abord, il faut le dire. Après, vous l'avez dit, Laurent s'est exprimé sur la forme. C'est respectable. Et c'est respectable parce que on le connaît, Laurent, hein, c'est quelqu'un qui est tolérant dans la vie de tous les jours. Pas sur ce coup-là, du coup. Je vous en Pour rappel, voilà. Pas sur ce coup-là, du non, coup. mais monsieur, je vous en prie. Ben oui, non, mais attendez. La démocratie, ça veut dire accepter aussi que l'autre puisse penser différemment. Tout à fait. C'est ça les choses. Il aurait pu s'abstenir, M. Touzelier. Non, mais je ne veux pas faire le procès de Laurent, moi je ne sais pas le faire. Mais on ne fait pas son procès ce soir. Non, mais comme on a un débat. On a un débat. Non, mais monsieur, attendez, je veux dire, la parole est à chacun. Laissez-moi m'exprimer. Je veux dire par là que Laurent le connaît, c'est quelqu'un de tolérant. Il a voté contre, après il s'est exprimé. Moi, je le dis personnellement, j'aurais voté pour si j'avais été même sénateur. Si les amendements n'avaient pas été accordés. Parce que je pense que sur le fond, c'était important d'être là-dessus. Voilà. Après, c'est ma position. Jean-Baptiste, rapidement, après on passe au deuxième sujet. Simplement pour insister, on parlait tout à l'heure de clarté. C'est vrai qu'on a déjà un arsenal juridique qui permet d'attaquer ce genre de scandale humain. Voilà, on a l'infraction d'harcèlement moral, on a l'infraction d'abus de faiblesse. Il y a 110 sénateurs, les républicains, qui ne sont pas d'accord avec vous. L'arsenal ne semblait pas suffisant, sinon cette loi ne serait pas là. Le rôle des sénateurs et des députés, c'est aussi de savoir faire le tri dans les lois. Il faut savoir que chaque année, il y a plusieurs lois qui ne vont pas au bout du processus législatif. Et il faut savoir faire le tri, choisir ce qui est prioritaire, choisir ce qui ne l'est pas. Ça l'est un peu prioritaire, parce que ces thérapies de conversion, c'est extrêmement grave. On ne peut pas être pour, sur le fond. Personne ne l'est dans ceux qui l'ont voté. Allez, merci d'avoir débattu sur ce sujet. Passons tout de suite au deuxième sujet de ce soir. Alors que Rania Assaf a fait un pas vers les supporters en proposant une charte, quelques aménagements au sein du stade, les groupes ont tout refusé hier. Quelques explications en images. Les négociations entre les supporters et le président du Nîmes Olympique, Rani Assaf, ont échoué. Ces dernières heures, les trois principaux groupes ont refusé de signer la charte présentée par la direction et ont annoncé leur volonté de boycotter le stade des Costières jusqu'à nouvel ordre. Pour eux, désormais, la mairie a le pouvoir de vie et de mort sur le Nîmes Olympique. Après avoir joué les intermédiaires, elle est désormais la seule à pouvoir bloquer le projet du nouveau stade et de quartier de Rani Assaf. Entre cette réalisation à 240 millions d'euros, supposée créer 1 millier d'emplois, et l'avenir du club phare de la ville, en faveur de quel camp tranchera-t-elle? Après avoir soutenu les supporters et vivement critiqué le président du Nîmes Olympique, le maire peut-il faire machine arrière? La mairie est-elle au pied du mur dans la guerre Assaf supporter? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard.
On va démarrer avec notre invité Frédéric Touzelier sur le sujet autour du Nîmes Olympique. Je sais que vous aimez beaucoup ce club. C'est une situation qui est un peu difficile aujourd'hui entre les supporters, entre Rani Assaf, la ville de Nîmes et en particulier Jean-Paul Fournier s'est intéressé au sujet, a reçu les supporters, a participé à la manifestation. Il a essayé de faire en sorte effectivement de rabibocher, on va dire, le président du Nîmes Olympique et les supporters. Bon, on n'y arrive pas encore ce soir. Ce sont des débats qui sont compliqués. Bon, le Nîmes Olympique est quand même un symbole de la région et du département, on peut le dire. Il y a eu souvent des moments chaotiques dans l'histoire du Nîmes Olympique. Il ne faut pas oublier non plus, on revient de loin. Donc effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus pratiquement de débat entre les supporters et le président du club et l'exécutif du club. Je crois que M. le maire de Nîmes a eu raison à un moment donné de se poser un médiateur. On ne peut pas rester dans cette position. Il faut que chacun fasse un pas. Je crois qu'à un moment donné, l'intérêt général du club veut que tout le monde s'entende. Il y a aujourd'hui un respect de la loi qui est effectif. On ne doit pas envoyer des fumigènes. Ça coûte énormément cher. Je crois qu'il faut qu'on peut supporter une équipe sans aller au-delà de ce qu'on peut faire. Il serait bon que tout le monde prenne acte que l'intérêt du club, c'est de rester aujourd'hui en D2. L'intérêt du club, c'est de pouvoir aussi avoir une vision à moyen terme sur la D1 et que ça ne peut pas se faire si on est toujours en discorde. Je crois que tout le monde doit faire un pas. Je suis un peu déçu des supporters qui aient pris un peu de recul là-dessus, parce que je crois qu'ils représentent un pourcentage des gens qui aiment le football, et ils sont importants. Donc il faudrait qu'ils prennent conscience que Nîmes Olympique, c'est quand même le patrimoine et que tous ensemble, on doit les aider, quoi. Voilà. Alors, Brahim. Personnellement, moi je pense que je regarde, je suis d'Alès, donc du coup, j'ai pas le même impact. J'ai enfin, beaucoup de recul. Il fonctionne bien. Et du coup, j'ai un peu de recul sur ça. Et du coup, je pense que cette charte, c'est un peu une fumisterie. Je pense que c'est un peu pour déguiser pas mal de choses. Ça veut dire que je pense que cette stratégie, c'est d'amener les supporters à penser autrement et du coup de tomber dans ce panneau-là. Moi, je pense que le projet sportif doit être indissociable du projet immobilier. Et je pense que là où ça n'a pas été clairement établi, c'est ce contact-là dès le départ, en fait. Et je pense que là, il y a eu, à mon avis, tromperie de part et d'autre. Donc, du côté, en fait, de la direction de Nîmes Olympique à travers M. Assaf et des supporters. Et du coup, après, il y a eu micmac, où plus personne n'arrive à s'entendre, en fait, sur ce thème-là. Après, on peut dire quand même, parce que ça a été beaucoup reproché à Rani Assaf, que pour le coup, cette fois-ci, il a fait un pas en direction des supporters. Il a proposé également cette supra-association qui permettra effectivement à des représentants des supporters d'être présents au conseil d'administration du Nîmes Olympique. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, en ayant tendu un peu la main, est-ce que c'était pas l'occasion peut-être pour les supporters de dire bon bah effectivement on n'est pas d'accord avec tout mais on fait des concessions de part et d'autre. Jean-Baptiste, vous en pensez quoi? Moi dans un premier temps c'est que je me désole de cette situation. C'est vrai que ça dure depuis des mois, on semble pas voir le bout du chemin. Enfin il faut quand même rappeler que M. Assaf heureusement qu'il fait des pas si petits soient-ils envers les supporters. Je rappelle que c'est quand même quelqu'un qui est très peu présent au club, qui semble totalement désintéressé du projet sportif. C'est moins le cas aujourd'hui, depuis qu'il a démissionné de Free. Il est beaucoup plus présent. Quand en près d'une saison entière, il n'a apparu que 4 fois au Costières, je trouve que c'est assez insuffisant d'un point de vue personnel, d'un point de vue amateur de football. Je trouve ça assez regrettable. Puis c'est aussi quand même quelqu'un qui est assez menaçant, qui est très peu ouvert au dialogue. Et voilà, le contenu de la réunion qui a eu hier laisse apparaître, c'est vrai, quelques rapprochements, mais on est encore loin du compte. Oui, mais Jean-Baptiste, on fait quoi? La question qui Brahim, on fait quoi? On ne peut pas continuer dans cette situation où finalement tout le monde reste sur ses positions et ça ne fait pas, je suis désolé de le dire, le bonheur pour le club et pour Nîmes Olympique. Exactement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il ne peut pas avoir aucun supporter dans le stade et on va se retrouver aux portes du National. Non, mais c'est très facile tout ça. En fait, tout le monde dit Rani Assaf fait le cas partir. Mais il faut trouver quelqu'un qui met l'argent sur la table et qui vienne. Pour l'instant, il n'y a que lui qui le fait. Non, mais voilà, je veux dire, c'est un constat aujourd'hui. On ne peut pas oublier non plus que quand on était mal barré, rappelez-vous, il y a quelques années... Il a mis l'argent. Il a mis de l'argent, et puis il a pris en compte le club. Il en a perdu. Je crois qu'il ne faut pas oublier le passé. C'est vrai qu'il y a eu, à un moment donné, une information qui n'a pas été véhiculée comme il se fallait.
On est clair. Indéniablement, il y a des problèmes de communication. Indéniablement, la communication n'a pas été faite. C'est le premier. Mais il y a un nouveau conseiller en communication. Mais oui. Et les contreparties qui ont été... Moi, je pense que c'est au niveau des contreparties dès le départ. C'est-à-dire qu'au moment où il y avait ce projet immobilier pharaonique qui était énorme sur le bassin de Moine, je pense que c'est à ce moment-là que les contreparties n'ont pas été établies. C'est quoi les contreparties, monsieur ? Les places abordables. Les places abordables. De discuter, de dire dès le départ, de dire, bon voilà, on vous oubliera pas, vous les supporters, en sachant que vous serez partie prenante du projet dès le départ et que vous aurez déjà, ça serait rassurer déjà les supporters, dans un premier temps. Le second point, quand on fait un projet immobilier, on sait qu'on va aller au stade, vous allez payer les places du parking. Pour les supporters, vous imaginez, donc il me semble que c'est plus un aspect mercantile qu'un aspect sportif. C'est pour ça que je pars du principe qu'à la base, le projet sportif ne l'a pas emporté sur le projet immobilier. Et c'est ce, à mon avis, que ressentent les supporters. Et c'est à ce niveau-là que le bas blesse. Et maintenant, la médiation qui doit être faite, c'est de rassurer tout le monde. Et donc, du coup, peut-être que M. Assaf, avec tout le... Bien sûr, vous avez raison de dire qu'il a investi dans ce projet-là. Mais au moins de dire, écoutez, mea culpa, je me suis trompé sur ce point-là. C'est ce qu'il fait. Oui, mais il y va en reculant. Et c'est pour ça que je pense que cette charte-là de fumigène, vous savez très bien que dans tous les stades de France, vous n'arriverez jamais à contrôler cette histoire de pétard. C'est des pétards mouillés à la limite. Brahim, on est d'accord avec vous, mais en même temps, on avait le délégué de la Ligue de football professionnel qui était sur notre plateau hier, et lui dit, c'est avant-gardiste, ce qu'est en train de faire Rani Assaf, il faut que ça soit dans tous les clubs, et aujourd'hui, cette charte, il faut qu'elle puisse se mettre en œuvre, parce que on ne peut plus à la fois entendre des chants racistes, des chants homophobes, des fumigènes dans les stades, parce que il y a des blessés à chaque fois. Ouais, et puis je crois que globalement quand même qu'aujourd'hui il y a une main tendue, il faut que tout le monde s'entende. Trouvons maintenant un moment ça a assez duré. Se trouver ensemble. Voilà, oui, c'est ça, ça a assez duré. Ça a assez duré. Effectivement. Merci à tous d'avoir participé à ces débats.